Merci. Merci d'être là pour cette dernière conférence de la journée. Dernière conférence avec un grand acteur de la maintenance industrielle, SPIE. SPIE qui est à travers Stéphane Bougaran, dont je reprends la fonction, donc c'est spécialiste Smart Industry, alors directeur opérationnel IS Atlantique au niveau de l'Ouest, mais également, je crois, spécialisé aussi dans la Smart Industry. C'était un petit peu ce qu'on avait, mais bon, Tout à fait. c'était ça. Spécialisé en maintenance et En maintenance, particulier ça se dans passe. les sujets de prédictifs, ouais. Voilà. Donc sujet maintenance prédictive dont vous allez nous parler avec de beaux exemples d'applications dans un major de la maintenance industrielle. Merci. Donc oui, Stéphane Bougueran, je suis directeur opérationnel sur une entité qui travaille sur le centre et l'ouest de la France, région de Nantes jusqu'à Brive, grosso modo. J'ai une expérience de 20 ans dans le domaine de la maintenance. J'ai fait plutôt côté études en maintenance, puis management d'équipe de maintenance, puis management de contrat, et maintenant je m'occupe de manager le développement sur cette activité. Je vais vous parler de la maintenance prédictive, en vous parlant d'abord de SPIE et de la maintenance prédictive, faire un rapide retour sur la démarche. Quelques focus de réalisation par SPIE dans le domaine de la maintenance prédictive. Et surtout, on va parler après on va dire des facteurs influents non technologiques. Hein, c'est le biais que j'ai choisi, plutôt humain, plutôt contractuel. Et puis, je conclurai sur les difficultés et les perspectives. Alors, vous allez voir, la présentation elle va se faire pas par le biais d'un acteur industriel, mais d'un prestataire de maintenance. Donc vous allez voir sans doute à des moments des biais dans ma présentation. Bon, SPIE très rapidement, c'est un groupe européen indépendant. On accompagne nos clients de la conception à la réalisation, à l'exploitation et à la maintenance, essentiellement dans 3 grands corps de métier, l'électricité, le génie climatique et la mécanique. Voilà. On existe depuis maintenant 120 ans. On a commencé nos premiers chantiers sur le métro de Paris en 1900. Voilà. Nos clients, c'est 4 grands groupes de clients. Vous retrouvez la Smart City, les infrastructures, les réseaux, les collectivités. Hein, c'est généralement la vision qu'on a du groupe. Beaucoup de voitures qui circulent sur les routes. On est également un acteur dans le domaine de l'énergie et de l'installation. On est également impliqué dans l'efficient building, c'est-à-dire la construction et la maintenance de bâtiments économes en énergie. Et bien sûr, on a un marché et une branche que je représente, qui est celle de l'industrie service, dédiée aux clients industriels. Alors pourquoi SPIE s'intéresse à la maintenance prédictive? Alors je vais répondre rapidement à cette question-là en vous présentant déjà une petite vidéo de la division industrie de SPIE, hein, et après je détaillerai.
Le principe, pourquoi SPI et la maintenance prédictive? D'abord, parce qu'on est 3300 en France à travailler pour nos clients industriels, que sur ces 3000 personnes, l'activité de maintenance industrielle représente à peu près un tiers de l'effectif. Voilà. Parce que le prédictif, c'est une évolution naturelle dans le cadre de l'industrie 4.0. Et puis la maintenance prédictive, c'est surtout une vraie réponse concrète à des enjeux des clients industriels et de la disponibilité des installations. Alors voilà pourquoi on travaille sur ce sujet de maintenance prédictive. Et par ailleurs, c'est un sujet qu'on intègre dans une plateforme numérique de services qui centralise notre offre numérique, dans lequel vous retrouvez forcément tous les composants, on va y revenir, de la maintenance prédictive, mais également tout ce qui est lié à la digitalisation, tout ce qui est lié au workflow, à la réalité augmentée, etc. On a une offre en lien avec l'industrie 4.0. Pour parler de maintenance prévisionnelle ou prédictive, prédictive étant en fait un anglicisme, hein, le vrai nom c'est maintenance prévisionnelle, eh ben, en fait c'est de la maintenance conditionnelle. C'est de la maintenance conditionnelle qui est exécutée en suivant des prévisions extrapolées de l'analyse ou de l'évaluation de paramètres significatifs de la dégradation du bien. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser des paramètres directement, on les utilise de façon statistique, seule ou en groupe. Hein. Donc c'est une maintenance conditionnelle, c'est de la maintenance issue du préventif, mais qui a quand même une particularité dans le sens où elle permet de prévoir les pannes. Ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que il y a un Graal avec la maintenance prévisionnelle ou prédictive. Le Graal, c'est se débarrasser de la maintenance préventive. Les industriels n'ont plus besoin d'immobiliser leurs installations pour faire une opération, et donc de maintenance programmée, et se débarrasser de la maintenance non programmée, le curatif, pour remplacer tout ça par une maintenance prédictive qui interviendrait juste lorsque c'est nécessaire et avant la panne. Donc ça c'est le Graal, hein, c'est l'idéal, c'est pas du tout ce qui se passe quand on s'intéresse au sujet et on les met en place. La réalité, c'est que ça devient un composant de plein de progrès, la maintenance prédictive, qui en fait vient s'insérer au sein de la maintenance préventive de façon à diminuer les temps de maintenance préventive, forcément diminuer le correctif, et ça a également des résultats forts sur la disponibilité des équipements et également le coût de maintenance. Ce que je présente ici, c'est des étapes complémentaires qu'on retrouve dans tout le déploiement de sujets autour du prédictif. Alors surtout les deux premières étapes. Le prédictif, c'est quoi? C'est de l'instrumentation, hein, c'est de récupérer de la donnée pour faire des statistiques. Donc cette donnée, on la récupère sur les installations, sur les automates, avec de l'IoT, le cas échéant, hein, si on souhaite en mettre, mais ça dépend du niveau d'instrumentation de la machine. Et on peut imaginer assez rapidement, alors j'en ai pas encore trop vu, qu'il y ait des capteurs intelligents, c'est-à-dire que les capteurs eux-mêmes soient capables de délivrer une information statistique. Hein, voilà. Donc ça, ce serait le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est celui des plateformes. Donc on en trouve aussi plein. Il y a voilà, plein de personnes qui font des choses très très bien dans ce domaine-là, qui collectent les informations des capteurs et des automates, et qui produisent un résultat prédictif par analyse statistique. Voilà. Donc ça, c'est les deux premières étapes. Et après, vous avez les situations complexes. Où vous retrouvez assez fréquemment les deux premières étapes, c'est dans tout ce qui est flux continu, moteur tournant, qui sont plutôt documentés, avec des paramètres simples de prédiction. Donc ça fonctionne plutôt très très bien. Et parfois on se trouve dans des situations beaucoup plus complexes, et je vais vous en présenter deux, hein, sur lesquelles on a deux parmi d'autres sur lesquels on a travaillé chez SPI, où là on a fonctionné sur des projets qui intègrent les deux premières parties, mais il rajoute une logique de proof of concept et d'industrialisation sur des problèmes plus ardus. Alors j'ai parlé de proof of concept, c'est une démarche qui est maintenant assez classique, hein. C'est une démarche de création ordonnée et assez ramassée dans le temps par ateliers et phases successives,
qui implique des équipes pluridisciplinaires de façon à aller très très vite pour qualifier un projet industriel à partir d'un exemple et d'une équipe et d'un temps réduit. Voilà, donc un faible investissement pour qualifier. Donc nous, on mène généralement sur ces sujets de maintenance prédictive d'époque. Voilà. Et je vais vous en présenter deux. Donc le premier, c'est un travail qu'on a fait sur du monitoring pur. C'est-à-dire qu'en fait, le client, ce qu'on devait faire pour le client, c'est lui donner tout simplement l'information prédictive sur ses équipements. Voilà. On n'était pas mainteneur sur l'installation, on était plutôt installateur, on faisait de la prestation. On a délivré un monitoring intelligent. Là, vous voyez en fait la formalisation de ce monitoring. Vous y voyez des choses assez classiques, des mesures physiques, des remontées de capteurs, il y en a plusieurs, des historisations, des histogrammes, c'est plutôt la partie haute. Et puis vous voyez en partie basse des choses un peu plus étonnantes, avec des probabilités de panne, des temps, et un temps estimé. Alors un temps estimé avant quoi? Ce qu'on cherchait ici, c'est à déterminer le temps pendant lequel la machine pouvait rester éteinte, en pouvant redémarrer à coup sûr. Une notion relativement simple, quand on n'a pas. Alors là, en l'occurrence, il s'agit d'un compresseur dans le domaine énergétique, hein, et ça, ce qui était compressé, c'est l'énergie qui circulait. Ce qui est compressé, c'est l'énergie qui circule. Ce compresseur, de temps en temps, s'arrête. Hein, le réseau n'a pas besoin d'être mis en pression. Combien de temps peut-il être arrêté avant qu'il soit dans l'incapacité de redémarrer? Voilà, c'est ça la problématique, c'est la disponibilité au redémarrage et à la remise en compression du réseau qui est étudiée dans ce cas-là. Donc là, typiquement, vous voyez un cas de process continu. On est globalement sur du moteur tournant, mais très complexe, enfin sur une machine tournante très complexe. Et vous vous retrouvez avec un monitoring qui permet de déterminer, attention, si vous attendez trop, la machine ne pourra plus redémarrer. Elle sera plus disponible. Il faut faire un acte, une opération pour lui permettre de redémarrer. Donc voilà un type de prédictif et surtout un type de représentation de monitoring qui permet de traduire une donnée statistique en prise de décision et en suivi. La démarche qu'on a eue sur cette partie-là et la solution, donc là c'est un peu, on passe derrière le rideau. Hein. Je vous l'ai dit, la machine ne peut pas rester indéfiniment à l'arrêt et prête à redémarrer. On est sur une logique de start-stop. Le but, c'est de connaître au moment de l'arrêt le temps restant avant l'état d'incapacité à redémarrer instantanément, qui est un enjeu fort hein, pour notre client industriel. Les acteurs qui sont intervenus sur ce projet-là, et c'est assez typique, vous retrouvez les spécialistes métiers, exploitants et mainteneurs. Vous retrouvez des spécialistes de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, des PME spécialisées, des data scientists, on s'est associé avec eux. Et puis, vous retrouvez des spécialistes de la visualisation, de la traduction de l'information en données visuelles et en communication qu'on a chez nous, et on a également des prestataires là-dessus. Donc, la solution, c'était la capacité de prédiction du temps restant avant incapacité de redémarrage, et puis l'accompagnement et surtout la communication vers le client pour qu'il puisse mettre cette information dans son cycle d'exploitation. Voilà. Alors l'avantage de tout ce qu'on fait dans ces cadres-là, c'est que les cas de figure sont industrialisables, c'est-à-dire qu'on retrouve les logiques de start and stop dans beaucoup d'endroits à l'intérieur du monde industriel. Et donc une fois qu'on a mené cette démarche-là, elle est facilement duplicable et on l'intègre à notre plateforme de service. Donc ça c'est le premier cas, donc un cas de visualisation dans le domaine du process continu. Là on va passer dans un deuxième cas, très différent. Où là, on est dans nos équipes de maintenance, chez SPI, chez un industriel, et on est confronté à un industriel qui nous dit, moi, entre telle heure et telle heure, il faut que mon équipement fonctionne. Il doit être 100% disponible sur telles opérations, à tel moment, sur telle plage. Donc là, on est sur un process discret, un process manufacturier, donc avec une difficulté supplémentaire de collecte et d'historisation des données. Et on travaille sur l'ensemble d'un outil de production. Alors c'est une chaîne tactée, grosso modo une chaîne tactée, c'est une chaîne qui avance à intervalles réguliers. Vous avez une vingtaine de postes, une trentaine de personnes qui travaillent dessus, et toutes les 4 heures,
ça avance et ça sort une pièce au bout. Et les 20 postes servent à produire cette pièce. Grosso modo, si le tact ne se produit pas, vous immobilisez 30 personnes et vous sortez pas le produit. Donc c'est là-dessus qu'on va travailler. Comment faire pour garantir le tact? Alors forcément un moyen de production critique. Donc là on retrouve également les composants, c'est-à-dire la collecte des informations, tout ce qui touche à l'automate. On a instrumenté, parce que ça nous manquait quelques informations de type vibratoire et température qu'on pensait influentes sur les pannes. Forcément on y a intégré les données de GMAO pour identifier l'événement qu'on redoutait. On a fait fonctionner ça dans un système de machine learning, ça a été le cas également dans le précédent. Et on a pu déclencher des interventions de type prédictive, de façon à intervenir hors préventif, hors correctif, lorsque, je vais vous expliquer comment, lorsque la prédiction nous disait « attention, ça va tomber en panne ». Le résultat de ça, un préventif optimisé, une ligne de production, un correctif anticipé et donc baissé, et une augmentation de la capacité du process. On retrouve donc sur cette opération-là quelque chose d'assez classique dans le prédictif. On part de données, je les ai décrites, hein, celles de l'automate, celles des IoT. On met des data scientists, donc des statisticiens, des gens qui vont faire le job d'intelligence artificielle ou de statistiques approfondies en lien avec des data analystes. Alors les data analystes, c'est simple, hein. C'est dans ce cas-là des gens de méthode, c'est des mainteneurs, c'est des gens de production, donc là on était dans nos équipes. Et puis on déroule un processus standard de machine learning. On connecte la donnée, on la modélise, on la met sous une forme exploitable, on fait tourner un modèle de machine learning et on récupère une information. Alors, comment ça fonctionne le machine learning? C'est relativement simple. Sur 100% de données connectées qui peuvent représenter 3 à 4 mois de l'existence de la machine, collectées toutes les 30 millisecondes par exemple, hein. On se retrouve avec un certain nombre de champs qui correspondent à des capteurs, qui correspondent à des actionneurs, qui correspondent à des remontées de défauts. Et on les condense en fait, hein, on les condense dans une table de données qui est soumise à l'analyse statistique. Et ces 100% de données, 30% sont utilisés pour faire une analyse statistique. Et le modèle statistique qui en ressort, qui est convergent, qui est fiable, il est testé sur 70% des données restantes, de façon à le valider. Et logiquement, on doit être capable de faire tourner ce modèle-là, hein, c'est-à-dire d'utiliser encore 100% de données derrière pour enrichir la précision du modèle. Donc là, quelques étapes qui sont visualisées. Ce qu'on appelle la master table, c'est simple, hein, un master table, c'est ligne, colonne, une feuille Excel, beaucoup de lignes qui correspondent en fait à des événements et des périodes de temps. Beaucoup de colonnes qui correspondent aux critères techniques qu'on a mesurés. Une vibration, une température, la position d'un fin de course, le déclenchement d'un bouton poussoir. Hein. On soumet ça à un statisticien qui, lui, se moque bien de savoir ce qu'il y a dedans. Ce qu'il recherche, c'est des corrélations. Voilà. Le modèle de prédiction qu'on a récupéré, c'est un modèle qui nous dit bon, votre machine tourne, elle a des cycles. On peut prévoir ces cycles, on teste le modèle, et on peut donner à ce modèle un indice de confiance. C'est-à-dire l'indice de confiance, c'est la cohérence, la probabilité que le modèle identifie un fait réel qui s'est passé. Voilà. Donc là, plus l'indice de confiance est élevé, plus le coefficient de confiance est élevé, plus on a un modèle de prédiction qui est efficace. Et l'information qu'on en a ressortie, c'est une information qui s'appelle le Remaining Useful Life. Donc Remaining Useful Life, c'est simple. C'est combien de cycles il reste à la machine avant qu'elle ait une probabilité très très forte de tomber en panne. Et cette information-là, c'est une information sur laquelle on peut ensuite agir. Et je vais vous expliquer certains mécanismes qui permettent de structurer cette action. Donc voilà les deux exemples de ce qu'on a pu faire sur des solutions, sur des situations complexes. Ces deux exemples ont des points communs, qui sont communs à peu près à tous les sujets de machine learning et de maintenance prédictive. Il faut qu'on travaille, quand on fait ce type d'opération-là, on va dire en dehors de démarches standards de 1 ou 2 ou 3 capteurs.
il faut que l'équipement ait une criticité importante justifiant le temps et l'argent qu'on va mettre dessus. Hein, donc il y a une logique d'optimum gain-investissement dans la démarche. Je vais y revenir parce que c'est un vrai sujet pour la maintenance prédictive qui est son efficacité et sa rentabilité. Ensuite, autre point commun, des données complexes. Des milliers de données, on est dans le domaine du big data. Hein. On a besoin de ça pour pouvoir travailler. Donc il faut de l'instrumentation. Ensuite, on passe par une phase de machine learning. Bon, c'est de la statistique, mais il faut faire communiquer des gens qui dépannent sur le terrain avec des gens qui vivent dans un monde de statistiques, de mathématiques pures, de simulation, de corrélation. Donc c'est un exercice assez intéressant. Et puis, je vais en parler juste après, il y a énormément d'impacts hors technique dans la maintenance prédictive. Et ça va être le sujet d'une partie du reste de la présentation. Les points communs, donc on parle de l'équipement, on passe par le cloud ou par des serveurs locaux, mais surtout c'est revenir au terrain. L'information prédictive en tant que telle, elle ne sert à rien si on ne l'utilise pas de façon intelligente et on ne la transforme pas en action de maintenance. Donc quelques enseignements, comme je vous le disais, et non techniques pour la plupart. Enfin, je vais surtout faire le focus sur ces enseignements non techniques qu'on a tirés de nos démarches, et celle-là entre autres. D'abord, et c'est une bonne nouvelle, c'est qu'il y a des gains à chaque étape. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'atteindre la boule de cristal qui nous dit « ça marche, on a un modèle qui fonctionne, on sait prévoir les pannes ». Bien avant ça dans la démarche, on apprend des choses qui sont intéressantes pour la maintenance. La première, c'est qu'on sait améliorer la maintenance préventive. Pourquoi? Parce que je vous le rappelle, la maintenance prévisionnelle, c'est de la maintenance conditionnelle, et donc de la maintenance préventive. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait du super conditionnel. On a beaucoup de données, on a des logiques de compteurs partout, donc on peut nettement améliorer notre maintenance préventive dès le début de la démarche parce qu'on collecte beaucoup d'informations. Ensuite, on fait de la maintenance améliorative, parce qu'en montant le modèle de collecte, ce que j'ai appelé la master table, hein, c'est-à-dire les indicateurs que l'on récupère de l'automate, eh ben, on découvre qu'il y a des phénomènes, du bagotage, des facteurs influents qu'on ne détectait pas physiquement, sur lesquels on peut agir de façon définitive pour régler certains problèmes de maintenance. Je vais revenir un peu dessus à suivre. Et puis bah, au bout, vous arrivez à la maintenance prédictive, le côté que l'on recherche, c'est-à-dire la capacité d'intervenir avant la panne pour prévenir la panne. Donc à chaque étape, il y a des gains dans ces démarches-là. Plus en détail, donc la visualisation. Bah là j'ai un exemple hein, sur l'écran. Vous voyez un premier pic, c'est des cycles, hein, c'est des cycles temporels hein, avec des temps de cycle. Bah, ce qu'on voit, c'est que la panne, c'est le deuxième pic. Bah, avant la panne, il y a une dérive. Impossible à voir hein, si on ne reste pas devant la machine. Impossible à voir si on n'a pas les données de suivi et qu'on les affiche. Donc on apprend bah, que voilà, rien qu'en visualisation, on peut prévoir on peut observer les dérives, donc faire du super conditionnel. Vous avez là sur le côté les deux notions qui sont importantes aussi en prédictif, c'est la notion de données chaudes et de données froides. Les données chaudes, c'est les données temps réel. Alors dans l'industrie, c'est pas toujours facile à récupérer, on va en parler, pour des raisons de sécurité informatique, mais on en a besoin pour faire du prédictif. Et les données froides, c'est toutes les données contextuelles qui permettent, alors celles sur le plan de la machine, le fonctionnement de la machine, les historiques, hein, qui permettent d'alimenter les modèles. Donc avec des données chaudes et des données froides, on peut faire de la visualisation, de l'identification de dérives avant panne. On peut comprendre des phénomènes de causes-conséquences qu'on ne visualise pas quand on regarde la machine, parce qu'on a tout d'un coup accès à beaucoup plus d'informations. Et autre information qu'on détecte et qu'on visualise, c'est ce qu'on appelle le bagotage, c'est-à-dire les situations instables. Vous avez des phénomènes d'instabilité dans des process industriels, parce qu'il y a des mauvaises connexions, ce qu'on appelle les pannes difficiles à identifier, hein, et vous en avez fait des tonnes. Quand vous avez beaucoup d'instrumentation, il y a beaucoup de phénomènes de bagotage qui sont des phénomènes d'instabilité sur lesquels on peut également agir en termes de préventif, et donc fiabiliser le fonctionnement. Et ça, on ne le voit qu'en partie quand on regarde la machine sans sa partie instrumentation.
Et puis vous avez la partie gain liée à la corrélation. Ben là, c'est enrichir l'AMDEC qu'on peut faire à partir des équipements, un moteur, un arbre, un axe, un pignon. On l'enrichit de l'ensemble de la vision AMDEC qui est donnée par les remontées des automates. En fait, en règle générale, les automates, dans la maintenance, sont utilisés quand la machine est en panne. Le technicien vient, il regarde à quelle étape la machine s'est plantée, il remonte un peu dans l'historique, et puis il remet à l'état initial, il regarde si ça fonctionne. Là, en fait, ce qu'on regarde, c'est qu'on regarde vraiment l'historique et la compréhension du fonctionnement du point de vue de l'instrumentation de la machine nous permet de faire de l'amélioratif. Et quand on regarde les critères et l'environnement de fonctionnement en historique d'une machine, eh ben, ça ouvre sur des environnements extérieurs de production qui ne sont pas liés à la machine. On s'aperçoit que la lecture d'un automate, suivant les équipes, suivant les gammes de production, suivant la production qui est passée, suivant les heures de la journée, on n'a pas les mêmes comportements. Alors ça peut être lié à des facteurs humains, ça peut être lié à des facteurs environnementaux, ça peut être lié à des changements de production. Voilà. Et donc on se met à faire, dans ce cas-là, à intégrer ces données-là dans la logique prédictive, où on est en capacité de le faire. Des gains à chaque étape, et aussi, je vous l'ai dit, des aspects non technologiques. Alors le facteur humain dans la maintenance prédictive et dans la relation équipe-client. Je me mets du côté du prestataire. Première chose, quand on déclenche une opération prédictive, on déclenche une intervention sans panne et généralement sans gamme. Sauf si on mesure par exemple une vibration, on sait qu'on va devoir aller regarder l'axe qui tourne et qui tourne mal. Mais quand on a des systèmes complexes de prédiction, eh ben on ne sait pas forcément regarder. On sait qu'il va se passer quelque chose qu'on veut éviter. Et on envoie un technicien de maintenance qui normalement lui dit tiens la machine est en panne, tu vas la réparer. Ou tiens, fais telle opération de préventif, va graisser, va nettoyer, va resserrer. On l'envoie en lui disant il va se passer quelque chose. Et ça nécessite un mode de communication spécifique. Et donc, on sait que les techniciens qui interviennent là-dessus ont besoin d'avoir des compétences élargies, c'est-à-dire déjà de savoir communiquer avec le modèle, hein, comprendre ce que fait le modèle de prédictif. Et puis, ils ont aussi besoin d'avoir plus de dialogue avec la production, parce qu'eux ne sont pas en permanence sur la machine, les gens de la production le sont, et c'est une vraie source d'informations complémentaires. Voilà. Donc ça, c'est un premier point. Entraîner des techniciens de maintenance qui sont habitués à faire du préventif ou du correctif, à faire du prédictif, c'est-à-dire d'aller sur une machine parfaitement en panne pour faire une action décisive, c'est un des premiers points. Ensuite, communiquer sur les prédictions. Alors vous avez vu sur le Focus 1, un beau tableau où on a travaillé des données objectives, puis des données probabilistes mis dans un certain ordre pour communiquer facilement. Pour les mainteneurs, on sait tous qu'une machine qui fonctionne, c'est une machine qui va tomber en panne. Mais c'est le type d'information que les gens de la production essayent d'oublier. Voilà. Le problème, c'est que la maintenance prédictive qualifie de façon très exacte la probabilité que cette machine tombe en panne. Donc si on donne cette information-là, on crée en fait une information extrêmement anxiogène qu'on ne peut pas communiquer sous cette forme-là parce que une équipe de production, sa machine fonctionne à 100% ou elle ne marche pas. Si on lui dit elle est à 80% de tomber en panne, il va nous dire mais allez-y, intervenez, dépannez-la. Alors qu'en fait, elle ne tombe pas en panne, c'est juste la probabilité de tomber en panne qui augmente. Donc on a eu des approches de communication avec la maintenance et la production qui sont du type que vous avez ici. Hein, c'est-à-dire de dire on ne va pas communiquer sur des statistiques, mais on va communiquer sur des zones. Il y a une zone, alors vous vous souvenez de la logique remaining useful life, c'est-à-dire nombre de cycles avant que ça tombe en panne. Admettons qu'il y ait 50 cycles. L'information nominale, c'est qu'une machine, c'est son MTBF, c'est 50 cycles avant de tomber en panne. Maintenant, voilà, c'est la moyenne sur X temps, etc. C'est pas une vraie donnée de prédiction. C'est du MTBF, c'est du lambda mu. On a décidé qu'entre, par exemple, 50 cycles et 30 cycles, c'est l'information qu'on avait, qui nous était retournée par la partie prédictive, c'était il reste à peu près 30 cycles. Bon, on faisait rien. On gardait l'info pour nous. On définit ça comme pouvant être une zone de confort.
Ensuite, on rentre dans une logique 30 cycles à vivre jusqu'à 5 cycles à vivre. Alors les cycles, je vous dis à peu près des périodes de 4 heures dans le cas qui nous intéresse ici. Hein. Donc ça nous laisse 24 heures hein, si on prend 5 cycles en base. Là on se dit bon, il y a forcément quelque chose qui se précise. Hein. Il y a un risque accru et une probabilité accrue de panne dans peu de temps. Et une des façons de faire, il y en a d'autres, c'est de faire du 5 sens, c'est-à-dire d'aller voir la production, de se rendre sur site, en leur demandant est-ce que vous avez détecté quelque chose qui différente d'habitude, un peu plus de bruit, une vibration anormale. Quand je fais ça, ça devrait faire ça et ça ne le fait pas. Voilà, ce type d'information-là. Donc on n'agit pas, mais on va se renseigner auprès de la production. Et puis arrivé un moment, où là typiquement on est 24 heures avant la panne, le but c'est de faire du prédictif, de faire une intervention pour l'éviter. Ben là, pas de question, on envoie le technicien. Donc voilà, c'est ce type de communication. Alors forcément, bizarrement, les machines sont rarement disponibles en production, donc on peut arriver pour faire une intervention à un moment où ça arrange personne. Donc un des objectifs à la fin, c'est de trouver le créneau de l'intervention. Et puis le troisième facteur humain, c'est de s'assurer de l'efficacité. Quelqu'un arrive pour dépanner une machine, il repart, la machine fonctionne, efficacité 100%, aucun doute, hein, la machine est repartie. Quelqu'un vient pour faire du préventif ou du conditionnel. En règle générale, la machine fait moins de bruit, elle vibre moins, elle est plus propre, elle est mieux graissée. Bon, il y a quelque chose qui se perçoit. Hein. Avec le prédictif, le problème, c'est qu'on n'a pas toujours un effet visible parce que l'effet n'est pas perceptible instantanément, il est perceptible statistiquement. Donc c'est un des points. Sortir de l'expérience immédiate, marche pas, et entrer dans l'expérience statistique. Bon, maintenant, si c'est efficace, on s'en aperçoit relativement vite. Hein, il n'y a pas besoin d'attendre 105 ans. Mais c'est, voilà, trois de ce qu'on a, nous, pu retirer comme expérience des démarches que l'on a en cours et qu'on mène. Alors, je vous ai dit, moi, je suis un prestataire. Donc, il y a un autre facteur qui est le facteur contractuel. Dans la contractualisation, avec un client, qui confie à un prestataire la maintenance d'une partie de son parc de machines ou d'une de ses machines, eh ben, il y a un certain nombre de choses qui sont réglées par contrat. La première, c'est vous intervenez sur ma machine parce que je vous le demande. Vous n'allez pas faire n'importe quoi, n'importe quand. Donc, quand je vous le demande, c'est déclenchement de ce qu'on appelle un ET correctif. La panne a lieu, donc on appelle le maintenancier. Donc, il y a un acte de demande du client. Et puis, deuxième type d'intervention, c'est vous faites un préventif. Généralement, contractuellement, les plans de maintenance préventive sont validés par les deux parties. Hein. Voilà. Donc, dans un monde normal, sans le prédictif, c'est le client qui décide de quand intervient le prestataire. Voilà. Bah, comment ça fonctionne sur une intervention sans ordre à l'initiative du prestataire. Voilà, un premier point contractuel à traiter. L'accès aux data, c'est un autre point également. L'accès aux data, il est vital pour pouvoir monter les modèles prédictifs. Deux difficultés. Primo, la sécurité informatique. Je connais peu d'industriels qui disent allez-y, pas de problème, branchez-vous, ça roule. Hein. Surtout quand eux-mêmes ont des machines en réseau. Et puis, il y a autre chose, c'est que ces données appartiennent à l'industriel, commence à avoir une bonne idée que ça a une valeur, et il veut savoir qui va l'utiliser pour faire quoi. Donc, il y a ce côté dans la relation contractuelle d'accès aux data. KPI, indicateur adapté. Quand on est dans une relation contractuelle de maintenance, il y a des objectifs, généralement des objectifs de résultat. En maintenance prédictive, il faut les revoir, parce que ce qu'on cherche, c'est l'absence de panne et pas l'occurrence d'une panne. Hein. Donc, c'est un des exemples. Et puis, les plans de progrès sont aussi un peu différents. Hein, les mécanismes de plan de progrès changent sur cette approche prédictive. Donc là, un facteur humain, on va dire, de l'ordre contractuel. Voilà, donc voilà ce que j'avais à vous dire. En guise de conclusion, je reprends quelques-uns des points qui sont plutôt des freins, et puis j'essaye de mettre les perspectives en face. Le frein, on en a parlé, c'est l'accès aux data. À l'heure actuelle, ce qu'on appelle la cybersécurité, c'est-à-dire la capacité de protéger
l'accès des données, en fait, on est majoritairement, enfin c'est le constat que je fais, dans une cybersécurité défensive. C'est-à-dire que les gens ne sont pas là pour coopérer, ils sont là pour se mettre derrière un mur et dire vous rentrez pas. Hein. Quand on a besoin d'accéder aux données, faut partager. Donc l'évolution, ce qui peut régler ce problème-là, c'est d'avoir des standards cybersécurité partagés. Et pas j'ai le mien, t'as le tien, et de toute façon tu ne rentreras pas. C'est une évolution qui a eu lieu depuis bien longtemps chez les informaticiens pour le stockage de données. On a beaucoup d'industriels qui mettent leurs données dans le cloud, mais quand il s'agit d'accéder au contenu des données, c'est plus la même histoire. Donc voilà, on imagine qu'on aura cette évolution-là qui se produira aussi. Ensuite, c'est la capacité à créer de liens analystes-scientistes en termes de data. C'est-à-dire entre statisticiens et techniciens. À ce jour, il y a un vrai fossé. Hein. Les formations BTS, ingénieurs, agents de maintenance sont très techniques, hein, et la part réservée à la compréhension des phénomènes statistiques est plutôt faible. Ou en tout cas, elle ne rentre pas dans celle qu'on utilise dans l'analyse. Et de l'autre côté, on a un métier de statisticien qui, lui, est complètement coupé. Alors coupé, il s'adapte à tout, hein, mais il est coupé de la compréhension technique bien souvent. Donc là, ce qui va nous amener, c'est l'évolution des formations initiales et continues dans ce domaine-là. Il faut évidemment trouver un minimum de terrain commun pour se comprendre. Autrement, c'est compliqué. Et puis, la troisième difficulté, c'est le retour sur investissement et l'efficacité. Très bien, vous faites du prédictif. C'est un investissement, ça coûte un peu d'argent, ça rend plus cher ou moins cher mon contrat de maintenance. Mais ça va me rapporter quoi? Est-ce que ça marche réellement? Donc les preuves de l'efficacité, le retour sur investissement, il est à construire dans les business models, et à la fois des industriels, des clients et des prestataires, et oui, dans les investissements internes des industriels. Mais ce qui va permettre ça assez rapidement, c'est l'évolution des exigences de prédiction, de production. On est de plus en plus allergique à la panne, on est de plus en plus allergique à la perturbation de la production, donc ça va évoluer naturellement là-dessus. Voilà ce que j'avais à vous présenter sur le sujet. Merci beaucoup pour cette présentation. Bon, évidemment, moi j'ai plein de questions, mais bon, c'est un peu mon métier d'avoir plein de questions et de les poser. Je vais quand même laisser la parole à l'Assemblée. Est-ce que vous avez des questions particulières par rapport à ce qui vient d'être dit? Moi j'en ai une, on a parlé des liens de ces services qui se tournent le dos. Alors là on a parlé évidemment de la partie maintenance et data scientist, notamment l'un des premiers freins qui avait été énoncé par l'un de vos confrères qui était intervenu à Angers il y a quelques mois, parlait du langage, du vocabulaire finalement. Est-ce que ça, vous ressentez que c'est un frein, et notamment quand on parle d'IoT? Enfin, pour les expériences que j'en ai eues de ces contacts, et en particulier des premières amorces, hein, où c'était flagrant, on est sur des mondes complètement différents. Hein, c'est très compliqué. Très compliqué de se comprendre entre un statisticien et un technique. Chacun ne comprend pas l'univers de l'autre. Il faut arriver à trouver les mots qui font le lien entre le fait technique et le fait statistique qui va être recherché. Et ça peut être vraiment, vraiment, vraiment complexe. Donc oui, je confirme, c'est une vraie difficulté. Y a-t-il des, je sais pas moi, un moyen, comment vous faites vous par rapport avec vos clients, hein, comment vous les conseillez justement pour essayer d'adopter ce langage du côté de la maintenance? Le secret, c'est la multidisciplinarité. C'est difficile à dire, mais c'est ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des gens entre deux. Hein, ou des gens qui ont une partie du dialogue et qui sont capables de faire une partie du chemin, qui comprennent les techniques, qui comprennent l'objectif ou la structuration également d'une mise en place de maintenance prédictive. Hein, ça aide aussi beaucoup quand on l'a fait plusieurs fois, hein, forcément, à expliquer et à mettre en œuvre. Voilà, donc le secret s'appelle multidisciplinarité. Des questions? Bon, alors je continue. Alors. Ah c'est au sujet justement de la relation entre les statisticiens et les techniciens. Donc on établit des liens statistiques qui sont non expliqués physiquement,
mais qui marche. Hein, est-ce qu'une fois que ces liens sont établis, est-ce qu'on fait une recherche d'essayer d'expliquer physiquement le pourquoi du comment dans l'occurrence d'une panne par rapport à un autre phénomène? Ouais, tout à fait. Derrière l'indicateur général qui est voilà, on l'a vu, hein, c'est le temps de bon fonctionnement, enfin le temps d'arrêt avant panne ou le temps de bon fonctionnement avant panne. Derrière ces données générales, il y a en effet capacité avec l'analyse statistique de ressortir des facteurs influents. Mais plus vous avez de données, plus c'est compliqué. Et plus vous avez de données, plus vous pouvez avoir des causes complexes, tout simplement. Des causes multiples hein, qui organisent la panne. Donc oui, c'est possible. C'est-à-dire qu'on peut sortir du modèle statistique, dire bah, voilà quelle a été la partie quelle a été ma colonne, le capteur qui a été le plus influent dans la prédiction et qui a fait augmenter tout d'un coup, pouf, enfin qui a fait baisser le revenue du soleil. Oui, ça peut se faire. C'est encore une étape suivante. Hein, parce que là, il faut vraiment recréer le lien entre le data scientist et le terrain, ce qui n'est pas forcément le plus simple à l'heure actuelle. Voilà. Ça a répondu à votre question? Oh, d'accord, c'est pas simple. Et c'est vrai qu'il n'y a rien de simple, même si effectivement les présentations sont claires et la mise en œuvre évidemment sur ton environnement industriel, puis il y a l'aspect humain également. D'ailleurs, ces services production et maintenance qui de manière, historiquement, se tourne un peu le dos. Est-ce que, en quoi la smart industry, on va dire l'industrie du futur, permet de rapprocher ces deux services? Alors ils sont interdépendants. Enfin normalement la maintenance est au service de la production. Hein, c'est comme ça que le voit tout le monde. Où le prestataire est au service de son client. Ce qui rapproche, c'est la complexité c'est on va dire déjà le moment des investissements. Hein. C'est le bon moment pour rapprocher les acteurs et ça se fait vraiment de plus en plus. Hein, c'est-à-dire que de moins en moins, enfin pour l'expérience que j'en ai, les mainteneurs héritent d'installations qui tombent du ciel. Hein, donc il y a de plus en plus d'actes communs. Et dans les actes communs, il y a en particulier cette capacité à aller instrumenter la machine. Cette capacité, alors ça tombe bien, on a le MES hein, qui fonctionne pour la prod, mais c'est aussi une source de données pour les maintenanciers. Hein. Donc le lien se fait au travers de la complexité et dans l'anticipation. Là, rien de nouveau en fait. Hein. Rien de nouveau, c'est quand on anticipe le travail en commun de deux équipes sur un projet d'investissement, on a forcément quelque chose qui se rapproche. Après, plus la disponibilité devient un critère, hein, plus les tensions sont grandes entre un service maintenance et un service production. Et ça, c'est aussi une grande tendance. Voilà. Merci beaucoup. D'autres questions? D'accord, nous allons clore cette journée. Il y avait un aspect notamment cybersécurité qu'on retrouvera demain, où on va vraiment parler de cybersécurité. Et ça, c'est des sujets qui sont évidemment au cœur de toute préoccupation aujourd'hui. Donc à demain, que 10h30, ici même. Au revoir, bonne soirée.